En plein scandale de Betterham, j'apprends sur un forum de discussion qu'une proposition de loi contenant la levée de la prescription pour les pédocriminels avait été rejetée par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Mon sang ne fait qu'un tour et je fonce sur le site de l'Assemblée nationale pour vérifier. Et malheureusement, c'est vrai. Et là, je ne comprends pas. Malgré les recommandations de la Ciivise, malgré le scandale et l'émoi provoqué par l'affaire Betterham, cette proposition est rejetée. J'ai donc récupéré les comptes rendus sur le site de l'Assemblée nationale et les vidéos, et nous allons regarder ensemble pour essayer de comprendre ce rejet. Tout d'abord, quel était le texte déposé par Aurore Berger en décembre dernier ? À son origine, le texte comportait 3 articles. Le premier visait à rendre imprescriptibles, en matière civile, les crimes sexuels commis sur des mineurs, afin de renforcer les droits des enfants victimes, notamment lorsque leur prise de conscience est tardive. Le deuxième visait à étendre le dispositif de prescription glissante aux victimes majeures. Le troisième visait à faire entrer dans le code pénal la définition du contrôle coercitif, lequel est caractérisé par l'usage de violences psychologiques comme outil de subordination qui place les victimes dans un état de vulnérabilité. Lors de la séance parlementaire du 28 janvier 2025, le même texte est proposé avec une nouvelle rédaction de l'article 3. Le but du premier vote était de rétablir l'article 1er sur l'imprescriptibilité civile, car cet article avait été supprimé par la Commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose de rétablir le premier article de cette proposition de loi afin de permettre l'imprescriptibilité civile des viols commis sur les mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation. Merci. Merci, Madame. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il s'agit évidemment de rétablir l'article 1 de la proposition de loi de notre collègue devenue depuis ministre pour rendre donc imprescriptible l'action civile en cas de préjudice causé par des actes de torture, de barbarie ou de violence sexuelle commises contre des mineurs. Actuellement, l'article 2226 du Code civil prévoit une prescription de 20 ans dans ces cas, mais ce délai est souvent insuffisant face à la réalité des traumatismes. Les victimes de violences sexuelles en particulier, lorsqu'elles étaient mineures, mettent parfois des décennies à briser ce silence. Ces délais sont inadaptés et injustes. Cet amendement garantit qu'aucune victime ne soit privée d'un droit à réparation à cause du temps écoulé, à condition que le préjudice soit prouvé. En commission des lois, plusieurs groupes ont exprimé leur réticence concernant la notion d'imprescriptibilité, mais face à la force des témoignages des victimes de violences sexuelles, il me semble important de répondre à cette demande qui était notamment présente dans les conclusions des travaux de la Ciivise. Rendre cette action civile imprescriptible, c'est envoyer un message fort. Les violences contre les enfants ne seront jamais oubliées et les droits des victimes doivent primer sur toute autre considération. C'est pourquoi je vous invite à adopter cet amendement. Je vous remercie. Monsieur Mazzori. Oui, tout à fait, pour les mêmes motifs que mes 2 collègues présentes, Monsieur le Président, avec les mêmes motivations également philosophiques et psychologiques pour les victimes. Nous défendons en effet le retour de l'article 1er. Cet amendement du groupe Ensemble pour la République vise lui aussi à rétablir l'article 1 de la proposition de loi afin de rendre imprescriptibles les actions en responsabilité pour les dommages corporels causés par des actes de torture, de barbarie ou de violences sexuelles commises contre des mineurs. Ce rétablissement répond à une attente forte des victimes et de leurs familles pour lesquelles le temps nécessaire à la reconstruction et à la prise de parole ne saurait être un obstacle à la justice. L'imprescriptibilité est une mesure essentielle pour permettre aux victimes, souvent confrontées à l'amnésie traumatique ou à la difficulté de dénoncer leurs agresseurs, d'obtenir réparation et reconnaissance. En garantissant que la justice puisse s'exercer sans limite de temps, nous envoyons un message fort. La société ne tolérera jamais ces crimes et restera aux côtés des victimes aussi longtemps qu'il le faudra. Cet amendement s'inscrit dans la continuité des engagements pris ces dernières années pour lutter contre les violences sexuelles et réaffirme notre détermination à renforcer la protection des plus vulnérables. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Même amendement que mes collègues. L'objectif c'est de réintroduire l'imprescriptibilité civile. Il me semble inacceptable et impensable qu'on puisse dire aujourd'hui à des victimes « vous arrivez trop tard ». Je pense inimaginable qu'on accepte qu'il y ait un délai couperet, qu'après des années, après la réflexion, quand elles sont prêtes à parler, la justice ne soit plus en capacité de les entendre et de les reconnaître comme victimes. Je vous en prie. Mon amendement vise également à rétablir l'article 1er qui prévoit de rendre imprescriptibles les actes commis sur des mineurs en cas de violence sexuelle ou agression. Merci. Madame
Madame Melchior. Merci Monsieur le Président. Moi aussi, je souhaite défendre cet amendement qui vise à rétablir l'article 1er de la proposition de loi. Je suis en effet convaincue que nous avons le devoir de dire aux enfants victimes de crimes sexuels « Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que vous puissiez enfin être reconnus comme victimes. Il n'est pas trop tard pour que vous obteniez enfin réparation. » Votre avis est favorable. Madame la Ministre, votre avis sur ces amendements identiques? Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. J'en profite pour répondre à quelques arguments et questions aussi qui ont été posées pendant la discussion générale. Évidemment, j'aurai un avis favorable sur l'ensemble de ces amendements. D'abord sur la question de l'avis du Conseil d'État. J'ai déposé cette proposition de loi en tant que députée. Je crois que toutes celles et ceux ici qui parfois ont déposé des propositions de loi savent que quand on a une opportunité de déposer un texte et de le voir inscrit en tant que député, on saisit cette opportunité. Et si je puis me permettre, ce d'autant plus dans l'incertitude politique qui peut-être existe dans le moment présent que nous vivons. Néanmoins, j'entends que sur tous les bancs, vous attendez qu'une loi cadre puisse exister aussi. Je vous propose d'écrire à l'ensemble des présidents de groupe pour que chacun des groupes puisse choisir et désigner 1 ou 2 représentants par groupe afin que nous puissions ensemble et en lien avec la chancellerie travailler sur l'opportunité de cette loi cadre, examiner ce qui a été conduit depuis 10 ou 15 ans et qui mériterait peut-être d'être revu, d'être corrigé, d'être renforcé et peut-être les éléments qui manquent. Je crois que c'est dans cette optique que nous pouvons réussir à travailler évidemment et collectivement et je l'espère dans un esprit en effet de consensus. En tout cas, j'entends beaucoup d'orateurs qui, même si parfois ils ont des désaccords, qui souhaitent que nous avancions. Mais j'en viens au désaccord peut-être sur cet article 1er. Et notamment sur une question qui revient souvent, qui est la question « Est-ce que oui ou non nous donnons de faux espoirs aux victimes ?» Je crois que la réponse la plus simple est d'entendre les victimes. Parce qu'elles-mêmes nous disent qu'elles préfèrent avoir peut-être de faux espoirs qu'aucun espoir. Et qu'aujourd'hui, ce que la justice leur dit, c'est qu'à partir du moment où enfin elles sortent de l'état de sidération, de honte, de culpabilité, de cette innocence qui leur a été retirée, on leur dit, nous collectivement, puisque si nous ne changeons pas la loi, nous leur dirons collectivement encore ce soir, c'est trop tard. Il fallait vous réveiller plus tôt, il fallait parler plus tôt. Et je reprends l'argumentation de notre collègue Émilie Bonivard. Ne nous plaçons pas du côté de l'institution judiciaire, plaçons-nous du côté des victimes. C'est pour les victimes que ce texte existe. C'est pour la réparation dont elles ont besoin que ce texte existe. Ce texte, ce n'est pas un sujet de politique, de victoire politique. S'il est adopté, ce sera grâce à l'ensemble des membres de cette Assemblée. Mais s'il ne l'est pas, imaginez le message qui serait envoyé à ces milliers de victimes qui ont eu le courage de témoigner, qui ont eu le courage de dire, qui ont eu le courage de révéler. On continuera à leur dire ce soir, c'est trop tard. Il fallait parler plus tôt. Donc je ne crois pas à l'argumentation sur les faux espoirs, je crois au contraire à cet enjeu de réparation que nous pourrions faire ce soir et qui pourrait ensuite permettre tout simplement qu'elles obtiennent éventuellement une réparation, sachant que ce qu'elles nous demandent, elles sont lucides, elles savent qu'il n'y aura pas nécessairement de condamnation, mais elles veulent être reconnues en tant que victimes, elles veulent pouvoir déposer leurs paroles quelque part, elles veulent avoir la légitimité à pouvoir s'exprimer. Et c'est cette légitimité, c'est ce cadre-là que nous pourrions leur offrir. Ensuite, il y a la question de la distinction entre matière civile et matière pénale. Oui, la Ciivise avait recommandé l'imprescriptibilité en matière pénale. J'ai eu l'occasion d'en discuter notamment avec le juge Durand, que je remercie encore pour l'ensemble du travail qu'il a réalisé. Sauf que je crois qu'en effet, il faut qu'on maintienne cette exception pénale pour les crimes contre l'humanité. Raison pour laquelle le texte se place uniquement en matière civile. Mais aussi pour une autre raison sur la matière civile, qui est qu'en matière civile, la charge de la preuve est moins lourde, puisque le fondement juridique est celui de la faute. Et donc, ça n'est pas la même épreuve que nous imposons aux victimes et ça n'est pas potentiellement les mêmes condamnations qui pourraient en résulter. Enfin, la question de l'impunité. Chers collègues, vous parlez très régulièrement de ce sentiment d'impunité qui existe dans notre société. Mais aujourd'hui, le sentiment d'impunité, il est pour qui, chers collègues? Il est pour ces victimes. Il est pour ces enfants devenus adultes qui n'ont même pas la possibilité d'avoir accès à la justice. En votant contre cette possibilité, nous renforçons finalement ce sentiment d'impunité qui préserve les auteurs.
Les auteurs ont déjà volé la vie de ces enfants devenus adultes. Ils nous le disent tous dans leurs témoignages. Ils nous disent tous dans leurs témoignages, celui que j'ai cité tout à l'heure, nous sommes condamnés à perpétuité. Mais notre système aujourd'hui laisse tranquilles les auteurs, les laisse tranquilles. Je ne veux plus, je ne veux pas qu'un seul des auteurs qui a commis des violences sexuelles à l'encontre de nos enfants, le crime le plus insupportable qui soit, qui est le crime d'inceste, je ne veux plus qu'un seul de ces auteurs dorme tranquille. Je veux qu'ils puissent penser ce soir, par notre vote, par vos votes, qu'encore une fois nous sommes du côté des victimes, que nous refusons toute impunité et que nous disons à celles et ceux qui ont abusé de nos enfants, vous ne dormirez plus tranquille, car le jour où les victimes sauront parler, alors elles auront accès à la justice. Merci. Madame Capdevielle, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement, avec cet amendement, on réécrit l'article 1er et donc on va modifier de manière substantielle le Code civil. C'est pas rien. Sur la question des prescriptions, on l'a dit, sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État et contre l'avis de tous les professionnels du droit. 2 éléments. Aujourd'hui, vous le savez, ça a été dit, un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2022 concernant un jeune homme victime dans un collège religieux de faits graves, de faits de viol, qui datait de 1972 à 1975. La Cour de cassation a admis son action recevable parce que la date du départ du délai de prescription n'est pas la même en matière civile et en matière pénale. En matière pénale, c'est la date des faits. En matière civile, c'est la date de consolidation. Et je suis d'accord et on sera tous d'accord pour dire qu'une victime de viol et d'ailleurs d'agression sexuelle n'est jamais consolidée. Donc, Madame la Ministre, il faut le dire aux victimes, elles peuvent engager déjà des actions civiles sur la base de cette décision de 2022. Mais à supposer qu'elles ne le pourraient pas et qu'elles seraient consolidées. Pourquoi cette infraction et pas d'autre? Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut aujourd'hui remettre sur le métier la question globale de toutes les prescriptions. Vous avez dit tout à l'heure, Madame la rapporteure, que la justice civile laisse toute la place à la victime. Mais non, Madame, parce que c'est plus une victime. C'est plus une victime, c'est une justiciable comme les autres, qui doit obligatoirement saisir un avocat et qui doit rapporter la preuve d'un viol ou d'une agression sexuelle. Et pardon, mais autant au pénal, elle a la possibilité de bénéficier d'une enquête de police, de bénéficier d'une enquête de gendarmerie, de bénéficier encore mieux d'une instruction avec un juge d'instruction qui va instruire, entendre les témoins, ordonner des expertises. Là, la victime, elle n'est plus une victime, elle est demanderesse et elle est seule. Et elle a la charge de la preuve et croyez-moi que c'est dur. Donc merci, moi, je termine pour dire que dans la mesure où nous considérons que cette question des prescriptions mérite un très large débat, à la fois sur le pénal, à la fois sur le civil, nous nous abstenons sur ces amendements de réinscription. Merci Madame Capdevielle. Madame Obono. Merci Monsieur le Président. Alors la raison pour laquelle cet article 1er a été supprimé en commission des lois, ce n'est pas parce que les commissaires aux lois qui ont voté la suppression, ont voté contre, ne souhaitaient pas apporter des réponses aux victimes en matière de justice civile ou récusaient leur demande de reconnaissance du préjudice et de demande de réparation. La raison pour laquelle ça a été rejeté, c'est parce que, d'une part, comme l'a expliqué la collègue Capdevielle, en matière de justice civile, il y a déjà en fait une prescription qui permet, étant donné qu'elle ne s'applique que quand on considère que le préjudice est consolidé, qui peut du coup s'étendre sur un très long moment et donc qui permet en fait un temps de latence et une prescription suffisamment large pour que ce processus puisse arriver à son terme au rythme
de ce que la victime entreprend elle-même comme processus de réparation, et seulement au moment où elle est prête à pouvoir demander justice. Donc, en l'état, le droit en matière civile permet en fait à ces victimes. Il y a des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a des difficultés, peut-être qu'on en parlera, et je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question de la justice civile en tant que telle, de l'ensemble de ces difficultés qui font que c'est d'autant plus difficile. J'appuie ce que disait également la collègue sur le fait que la charge de la preuve revient dans ces procédures au justifiable, et elle est plus difficile d'une certaine manière à avoir. Et donc, en l'état, la réintroduction en l'état de cet article, de notre point de vue, ne répond pas à l'intention qui est posée, et peut même comporter un certain nombre de problématiques, raison pour laquelle nous le resoumettons, puisque la ministre a indiqué qu'elle s'adresserait à la présidence de l'Assemblée. Saisir la présidente de l'Assemblée, même sur une proposition de loi, afin que le texte puisse être soumis à l'avis du Conseil d'État, aurait été, de notre point de vue, une meilleure procédure, et que si nous devons nous poser ces questions-là, il faut que ce travail ait lieu, et donc la présidence de l'Assemblée a la possibilité de préparer ce travail dans de meilleures conditions que ce n'est le cas aujourd'hui, et dans les délais très contraints que nous avons dans lesquels nous avons dû avoir ce débat. Je vous remercie, Madame Regol. Merci Monsieur le Président. La question de l'imprescriptibilité fracture depuis de nombreuses années, et les mouvements féministes et les collectifs, associations qui militent pour qu'on ait des outils pour lutter contre les violeurs, les personnes qui perpétuent des incestes, etc. C'est pas nouveau. Et ce vote va nous permettre de départager. Il est juste dommage que, après tous les éléments juridiques rappelés par ma collègue Capdevielle, nous n'ayons pas eu plus de temps. C'est un débat profond, ancré, ancien, qui ne repose pas sur rien. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, il y a des victimes qui préfèrent être déçues plutôt que de ne pas avoir de possibilité d'avoir recours à la justice. Mais il y a autant de réalités que de victimes. Il y a aussi des victimes pour qui cette prescription a un effet déclencheur. Il y a des personnes pour qui cette idée que bientôt ce ne sera plus possible les prend tellement à la gorge que ce qu'elles pensaient impossible jusque-là devient à ce moment-là une nécessité. On ne peut pas, de la même façon que vous ne pouvez pas réduire les victimes à l'exemple que vous avez pris, je ne vais pas réduire les victimes à l'exemple pourtant concret par des personnes avec qui j'ai pu travailler ou que j'ai côtoyé, que je prends aussi. La question que l'on doit se poser, c'est nous, en tant que législateurs, quelle est l'importance, la solennité qu'il y a dans ce vote, et comment est-ce qu'on peut au mieux répondre à cette question cruciale, sachant que l'imprescriptibilité de fait existe déjà pour les mineurs et pour un certain nombre de cas. Ce que nous allons modifier dans la loi, si nous réinstaurons cet article 1, a des conséquences importantes, j'ai même envie de dire capitales, et c'est bien de ça dont nous devons parler. Merci Madame Regol. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Je vous propose un scrutin public. Il n'a pas été demandé, mais on va le faire. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 162, exprimé 149, majorité 75, pour 62, contre 87. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et oui, contre toute attente, les députés n'ont pas adopté l'imprescriptibilité civile. Sachant qu'Aurore Berger a déjà mentionné qu'elle n'était pas favorable à l'imprescriptibilité pénale, on s'attend aussi à la même décision. Madame la rapporteure, cet amendement vise à rendre imprescriptible l'action publique des viols sur mineurs. Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la Ciivise,
L'imprescriptibilité pénale est la mesure la plus demandée. 75% des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd'hui prescrits, soit 6 victimes sur 10. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente. Il est impératif de leur laisser le temps nécessaire pour trouver la force et les moyens de se faire entendre. Rendre les violences sexuelles sur mineurs imprescriptibles permettrait aussi de lutter plus efficacement contre l'impunité des agresseurs. Je vous remercie. Merci Madame Bonnet. Madame Duby-Muller, le 10 est défendu. Pour les mineurs, l'imprescriptibilité des viols est une mesure de justice incontournable. Nous savons que les enfants victimes de tels crimes, souvent commis dans un contexte de proximité ou d'inceste, mettent de longues années à pouvoir parler. Amnésie dissociative, dépendance juridique et psychologique, peur de l'agresseur, ces obstacles retardent considérablement les démarches judiciaires. Une prescription, aussi longue soit-elle, reste insuffisante face à ces réalités et cet amendement vise donc à adapter la loi à ces délais de révélation pour que jamais une victime ne soit privée de justice. Pour les majeurs, nous conservons la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 en l'enrichissant et ce mécanisme permet d'allonger les délais de prescription lorsqu'un agresseur récidive, renforçant ainsi la lutte contre les violences sexuelles tout en garantissant une cohérence juridique. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements identiques? Merci, Monsieur le Président. Ce sera des avis défavorables. On n'avait pas souhaité, lors de l'étude en commission, inscrire l'imprescriptibilité pénale au sein de cette proposition de loi. Je rappelle que seuls les crimes de génocide et crimes contre l'humanité sont pénalement imprescriptibles. Donc je crois que si on voulait aller vers l'imprescriptibilité en matière pénale, et je peux comprendre la logique qu'il y a derrière, il faudrait qu'on mène une réflexion, à mon avis, beaucoup plus large et qui appréhende l'ensemble des délais de prescription. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames les députées, je comprends évidemment l'objet de cet amendement et je sais que c'était une recommandation de la Civis. Pour les raisons que j'ai déjà invoquées, j'étais pour l'imprescriptibilité en matière civile et je ne doute pas que dans le travail parlementaire qui va continuer, nous continuerons ces débats et j'espère nous réussirons à convaincre de son fondement et de son utilité, voire de sa nécessité pour les victimes. Mais je reste défavorable en matière pénale, donc demande de retrait. Merci Madame la ministre. Madame Bonnivard, vous avez souhaité prendre la parole. Moi, je regrette vraiment profondément que l'article 1 n'ait pas été adopté parce que, comme l'a dit la ministre Berger, c'est un message extrêmement violent, pour moi en tout cas, je trouve, qu'on envoie aux victimes. Ça ne nous coûtait rien de continuer ensemble le travail parlementaire, de pouvoir, et la ministre l'a dit, avec en parallèle une loi cadre. Voilà, je trouve qu'on aurait pu avoir ce sens des responsabilités, non pas par légèreté, mais par la reconnaissance des millions de victimes, de pouvoir continuer sur ce travail. Et c'est mieux quand on n'applaudit pas, quand on supprime des articles comme celui-ci. Donc j'espère vivement que le travail parlementaire nous permettra de réouvrir ce débat pour les victimes. Donc pour moi, c'est une large défaite ce soir, la suppression de cet article, et c'est une grande tristesse. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable et de la rapporteure et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 40, Madame la ministre. Lors de cette séance, l'Assemblée nationale n'a pas adopté les amendements qui auraient pu permettre de rendre imprescriptibles les crimes sur mineurs, en particulier au civil, ce qui permet l'indemnisation, mais aussi au pénal, ce que réclamait la Civis. Et cette imprescriptibilité, les victimes de Betterham en auraient bien besoin pour pouvoir faire reconnaître les faits qui, pour beaucoup d'entre eux, ont plus de 30 ans. Et grâce à la prescription, certains agresseurs encore vivants risquent de ne pas être jugés alors que les victimes ont enfin bravé l'omerta, la peur et la souffrance. Il ne reste qu'à espérer que les députés se saisissent rapidement du débat et s'entendent cette fois et fassent consensus pour produire une loi cadre qui permettra l'imprescriptibilité des crimes sur mineurs.